Bonsoir et merci de nous rejoindre. On va faire le tour ensemble de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 18 avril. 1000 tonnes de rails produits dans l'usine Sarstal à Hayange à destination de l'Ukraine pour l'aider à se reconstruire. Vous découvrirez ce site de production décarboné visité par le ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure. Nous irons également en visite au cœur d'Amazon, à Osny, premier employeur privé de Moselle, avec près de 4000 emplois créés. Un an après, l'heure est au bilan. Et puis certains se lancent des défis sportifs comme le multimédaillé handisport Franck Festor. Il a choisi de parcourir 1000 km en rameur indoor en 7 jours. Côté ciel, la matinée sera partagée entre nuages et éclaircies avec 6 degrés attendus au réveil. L'après-midi, ça se dégrade mais les températures restent printanières, 17 degrés au plus haut. Déambulation dans les rues d'un côté, allocution solennelle de l'autre. Hier soir, c'était 2 salles, 2 ambiances lors de la prise de parole d'Emmanuel Macron, 3 jours après avoir promulgué la loi sur les retraites. Dimitri Norsa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la CGT Moselle. Nous allons prendre la température côté syndicat dans quelques minutes. Le temps d'abord de développer l'actualité. Vous l'avez vu dans les titres, on démarre cette édition à Hayange où 1000 tonnes de rails produits dans l'usine Sarstal sont prêtes à partir cet été pour aider l'Ukraine à se reconstruire. En attendant l'accord du Parlement ukrainien, le ministre délégué chargé de l'Industrie, Roland Lescure, a visité le site qui produit un acier vert depuis fin 2020 et qui doit renouveler ses fours pour se décarboner encore plus. Les détails avec Jonathan Vaucher. On va vous aider, on va continuer. Un projet européen important. Un fleuron mosellan pour aider l'Ukraine. À Hayange, l'usine Sarstal est le seul laminoir français à fabriquer des rails. Une aciérie qui est aussi l'une des premières à produire de l'acier décarboné. Sa capacité, 7000 km de rails par an, soit 300 000 tonnes, avec un soutien renouvelé de l'État. On a un très beau symbole d'une entreprise industrielle qui se décarbone, une entreprise européenne intégrée en Europe qui exporte partout en Europe et avec en plus des rails qui vont partir en Ukraine. Après un accueil mouvementé par les syndicats, le ministre délégué a visité l'usine. Le parc à Blum, un stock de 30 kilotonnes d'acier vert, les 2 fours au gaz naturel qui chauffent les barres à 1200 degrés et les rails de 108 mètres découpés et polissés avant d'être chargés sur des wagons spéciaux. Et donc du coup 65 c'est ? Alors là vous avez HY, c'est pour Hayange, là vous avez la nuance du produit. Okay. Dans le nord, l'autre site du groupe, Ascoval, fournit la majeure partie du Blum. Là-bas, le four est électrique et rejette jusqu'à 10 fois moins de CO2. À Hayange, les 2 fours resteront au gaz. Pendant les travaux, la vente continue, on va continuer à faire du rail. Bien sûr. Bien sûr. On travaille avec l'entreprise pour voir comment on peut les aider à financer leurs investissements qui vont les conduire à se décarboner encore davantage, consommer moins de gaz. On a vu des fours ici qui consomment évidemment beaucoup de gaz, qui ont 50 ans. Donc il est temps de préparer les 50 ans qui viennent. Et ça, c'est la décarbonation, la décarbonation, la décarbonation. 25 000 tonnes par an rejoindront l'Ukraine. Comme pour le rail, des nouvelles lignes de métro parisien ou les lignes à grande vitesse, ils seront siglés avec le HY de l'usine d'Hayange. Pas de retour en arrière, mais une colère entendue et comprise par le chef de l'État. L'allocution d'Emmanuel Macron sur les retraites se voulait fédératrice, mais n'a pas fait l'unanimité côté syndicat. On en parle avec notre invité du jour. Dimitri Norsa, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CGT Moselle. Alors, lors de cette allocution qui s'est déroulée donc lundi soir à 20h, vous étiez devant votre télévision pour écouter le discours ou alors vous étiez plutôt dans la rue avec ceux qui se sont mobilisés ? Je n'ai pas écouté le discours en direct, effectivement. Voilà, j'étais plutôt du côté de ceux qui étaient dans la rue, qui étaient mobilisés pour marquer leur colère en fait face au comportement du président depuis le début de cette crise sur les retraites. Quel était l'état d'esprit dans les rues ? L'état d'esprit, il était revendicatif et surtout au-delà de la réforme sur les retraites, si je puis dire,
Ce que les gens ont au travers de la gorge vraiment, c'est la surdité du président, c'est le mépris dont il a fait preuve et qu'il continue d'ailleurs à étaler régulièrement lors de ses interventions. Et donc c'est vraiment ça qui a voulu que les personnes qui étaient dans la rue hier ont voulu mettre en exergue. De votre côté, ou en tout cas en tant que porte-parole de la CGT, que retenez-vous de cette prise de parole, de ce discours? Alors avec le président Macron, je n'attends jamais grand-chose de ces prises de parole et je dois vous avouer que je suis rarement déçu. Encore une fois, hier, on a eu droit à un grand moment de vide, hein, rien d'important d'annoncer. Il reste sourd à la colère du pays, il continue sur sa ligne, il reste droit dans ses bottes pour reprendre une ancienne expression et c'est inadmissible pour nous. Pourtant, il a précisé dans cette allocution qu'il avait entendu cette colère et qu'il comptait travailler autour de 3 axes de priorité. Ça vous parle, ces 3 axes de priorité qui étaient notamment autour du travail? Oui, alors j'ai l'impression qu'il dit qu'il a entendu la colère, mais en tout cas, on a le sentiment de ne pas être écouté. Alors peut-être qu'il entend un bruit de fond, mais visiblement, il n'a pas réussi à écouter et à comprendre ce que le peuple de France lui disait, les travailleuses et les travailleurs lui disaient. Quant aux 3 axes de travail qu'il a présenté rapidement, en fait, il n'y a rien de nouveau. Hein. Ce sont toutes des choses qui étaient déjà annoncées, des projets qui étaient déjà annoncés et sur lesquels, pour le moment, il n'y a pas d'urgence à travailler. Pour le moment, l'urgence pour nous, pour la CGT, elle est de retirer cette réforme des retraites. Dans cette même allocution, il expliquait qu'il ouvrait sa porte dès aujourd'hui, dès ce 18 avril, aux organisations patronales et syndicales. Pourquoi les syndicats n'ont pas choisi de s'asseoir autour de la table aujourd'hui ? Pour toutes les raisons que j'ai déjà pu énoncer, hein, c'est-à-dire que le président a refusé de nous écouter et de nous entendre depuis plusieurs mois. Et donc maintenant, il voudrait qu'on revienne à la table des négociations, que les organisations syndicales reviennent discuter avec lui, l'aide à passer à autre chose en fait, alors que le pays est toujours en colère, alors que les travailleuses et les travailleurs refusent toujours majoritairement de devoir sacrifier 2 ans de vie supplémentaires au travail. Donc non, il était inconcevable pour l'intersyndicale, je crois, l'intersyndicale nationale en tout cas, de participer à cette réunion. Aujourd'hui, reste-t-il une marge de manœuvre réelle pour que cette réforme ne soit pas appliquée dans son intégralité, vu qu'elle a été promulguée, la loi? Oui, il reste une marge de manœuvre qui est très claire, hein, c'est l'abrogation de la loi par le président. Ça a déjà été fait, hein, il y a des précédents historiques, je pense notamment au CPE. La loi sur le CPE qui était le contrat première embauche, la loi avait été promulguée et elle a été ensuite abrogée sous la pression des manifestations et parce que le gouvernement de l'époque a fini par entendre et reconnaître la colère du peuple. La CGT pense que ça peut arriver, qu'il y aurait un compromis? C'est pas un compromis, hein, pour être très clair, il faut vraiment que le président accepte de reconnaître qu'il s'est trompé et son gouvernement, qu'il retire la loi, qu'il l'abroge, et après on pourra rediscuter peut-être de cette loi. Peut-être qu'effectivement il y a des réformes à porter sur le régime de retraite. On peut imaginer des façons d'améliorer encore les choses pour les travailleuses et les travailleurs, mais pas leur imposer 2 ans supplémentaires comme ça a été fait. Donc là, pour le moment, le compromis, il est tout d'abord d'abroger de cette loi. Donc pas de négociation en vue pour le moment. Prochain grand rendez-vous, ça sera le 1er mai, c'est bien ça ? Oui, alors le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Donc chaque année, c'est un grand rendez-vous pour les organisations syndicales. Mais cette année, compte tenu de la bataille que l'on mène depuis janvier, avec une intersyndicale complète, qui est unie, qui est large, on va faire un 1er mai complètement unitaire au niveau national et aussi au niveau départemental. Et je pense que ça sera longtemps que ce n'était pas arrivé. Et entre-temps, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres petites manifestations, mobilisations avant le 1er mai ? Oui, il va y avoir des actions. Dès jeudi, il va y avoir un rassemblement devant la gare de Metz avec les cheminots qui seront en grève, mais également toutes les professions qui souhaiteront participer pour faire entendre encore à nouveau, pour essayer de faire entendre, de faire comprendre au président notre colère. Et il y aura d'autres actions en fait en cours d'ici le 1er mai. Cela veut dire que vous ne lâcherez rien ? Ah non, l'intersyndicale ne lâchera rien et la CGT ne lâchera rien jusqu'au retrait de cette loi.
Merci beaucoup d'avoir partagé notre plateau et à bientôt. Merci à vous. Qui dit mobilisation syndicale dit aussi transport perturbé. Cela se vérifie sur les rails avec les grèves de cheminots très suivies depuis le début de l'année. Encore dernièrement, le 13 avril, le plan de transport a été modifié. Pour connaître l'ampleur des perturbations à la frontière, une députée du Parti populaire chrétien social a demandé au ministre de la Mobilité du Grand-Duché le nombre exact de trains supprimés, notamment sur la ligne Metz-Thionville-Luxembourg. Depuis le 1er janvier jusqu'à fin mars, près de 1480 trains SNCF ou CFL de la ligne 90 ont été supprimés, impactant alors 12 000 frontaliers lorrains. Vous le savez, chaque mardi, on s'intéresse à l'économie du territoire. Aujourd'hui, focus sur le géant Amazon implanté depuis 1 an à Osny. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Installée depuis un petit peu plus d'1 an à Osny, la plateforme Amazon s'impose comme le premier employeur privé de la Moselle avec presque 4000 emplois créés. D'après un rapport dévoilé le 28 mars dernier, que l'entreprise a elle-même demandé, 65% des effectifs étaient au chômage avant de travailler pour le géant américain. Pour découvrir les coulisses de l'entreprise, une visite de presse était organisée aujourd'hui. L'occasion de faire le point après 1 année d'activité. Regardez. Mike est salarié d'Amazon depuis 3 mois. Après avoir exercé plusieurs métiers, il a choisi cette voie pour plus de stabilité et passer plus de temps en famille. J'ai travaillé dans les TP quand j'étais plus jeune. Après, j'ai été 10 ans dans le déménagement. J'ai été 2 ans en menuiserie. Et j'en avais marre, du coup je suis venu ici. Je fais de la mise en rayon, de la mise en stock. Sauf que le rayon, il vient directement à nous. On est au chaud, on est au propre. Et comme je dis, les horaires vraiment fixes, venir ici à 6h et puis repartir avant 2h. C'est bien, je peux aller à la pêche, au sport, m'occuper des petits, aller les chercher. C'est vraiment bien. Comme d'autres salariés, Mike ne travaille pas que sur un seul poste, de quoi éviter les gestes répétitifs. Il fait partie des presque 4000 collaborateurs sur cette unité, répartis en 3 équipes qui se relaient toutes les 8 heures. L'objectif, faire fonctionner le site 24 heures sur 24. Si en septembre, Amazon Osny comptait encore plusieurs centaines d'intérimaires, aujourd'hui, tous les salariés sont sous contrat, d'après la direction. Et dans le rapport qui est sorti, notamment le rapport de l'étude indépendante Roland Berger, c'était les chiffres de septembre dernier, donc on était 2300 en CDI, on avait quelques intérimaires. Mais depuis, on a continué notre croissance et continué d'évoluer jusqu'à atteindre ces 3950 CDI. Dans ces emplois, il y a à peu près 75% des gens qui étaient demandeurs d'emploi. Et dans ces 75% demandeurs d'emploi, il y a 60% qui étaient des demandeurs d'emploi de longue durée. Malgré tout, quelques points de tension persistent. Au niveau du trafic des camions, par exemple, de nombreux riverains s'en plaignent et ont même apposé des banderoles aux abords de la plateforme. Pour Pierre-Louis Ambroise, c'est de l'histoire ancienne. Je travaille depuis à peu près 1 an et demi avec on va dire la métropole de Metz, mais aussi la commune, notamment le maire de Osny, le maire de Marly, sur trouver des solutions pour les camions. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas de problème de camions. Le prochain grand chantier pour le géant américain, répondre aux standards écologiques français. Aujourd'hui, le site d'Osny dépasse les normes de 8%. L'objectif, réduire son impact environnemental et rendre sa consommation énergétique plus verte à l'aide de panneaux solaires, entre autres, dont une partie a déjà été installée. Autre usine, autre activité. La verrerie est un art qui se présente sous plusieurs formes, de la décoration aux portes en passant par les vitraux. Verissima, située à Götzenbrück, fait partie de ces entreprises qui font presque tout. Lors d'une visite d'élus, le directeur général du site a pu exposer un nouveau grand projet, la réalisation d'une nouvelle usine dans laquelle il souhaite déménager en automne 2024. Mis à part ce projet, où en est l'entreprise économiquement? Réponse dans ce reportage. Verissima, le groupe leader français du verre décoratif, se porte bien. Avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros l'année passée, pour la filiale Verissima Industrie, l'entreprise n'a aucun souci à se faire. Elle a même lancé un projet de construction d'une nouvelle usine à Rohrbach-Lebitsch. Nous avons besoin de nous étendre. Nous sommes déjà sur 2 sites de production, Götzenbrück et Lemberg. C'est très compliqué logistiquement, donc il faut qu'on rassemble de nouveau les sites. L'extension à Götzenbrück n'a pas pu se faire pour des raisons à la fois de plan local d'urbanisme, pour des raisons également d'efficience de l'usine. L'usine sera 2 fois plus grande que les sites de Lemberg et Götzenbrück réunis, soit 6 000 m². La construction du nouveau site de production coûtera environ 10 000 €.
Jeudi dernier, la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines, Dominique Laurent, était en visite à Götzenbrück. Accompagnée du maire du village et du député Vincent Settlinger, elle a visité le site de production Verissima Industrie. Le directeur général a présenté l'histoire de l'entreprise, les produits fabriqués et les projets à venir. C'est toujours important de recevoir les instances politiques pour l'entreprise. Premièrement parce que c'est nos élus, c'est Madame la sous-préfète, c'est le député qui était venu, le maire de Götzenbrück, donc on se fait toujours une joie de recevoir à la fois nos élus et les représentants de l'État. Le groupe est composé de Verissima Industrie et de Verissima Habitat. À Götzenbrück, 6000 jougs de tiroirs en verre, une centaine de panneaux de porte et une dizaine de parois de douche sont produits par jour. En 2 ans, 3 entreprises du Grand Est ont été rachetées. Le groupe Verissima, c'est plus de 200 employés. Même si l'entreprise est en plein développement, il n'y aura a priori pas de nouvelle création de postes pour la future usine de Rohrbach, puisque les 2 autres sites y déménageront. Et maintenant, place à un moment dégustation. Vous avez peut-être déjà goûté les produits de la cabane à jus, une entreprise mosellane basée à Florange. Dans ce pressoir, on produit principalement des jus de pommes, mais aussi des breuvages à base de coing ou encore de mirabelle. Cette entreprise familiale mise au maximum sur une production avec des fruits locaux et propose aux habitants de ramener leurs propres fruits. Dans le cadre de ses visites de canton, Patrick Weyton est allé à la rencontre de l'exploitant. Reportage. Un camion itinérant pour transformer vos pommes en jus de fruits. C'est la promesse tenue par la cabane à jus depuis 2016. On avait à la base un pressoir fixe et on a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans des petits villages et qui n'avaient pas de service de proximité et du coup qui avaient des pommes qui pourrissaient au pied des arbres. On s'est dit, on va mettre nos machines dans une remorque et on va aller chez les gens plutôt que les gens viennent chez nous. Ça va éviter comme ça que les gens perdent leurs fruits. Ça va éviter à des tonnes de gens de parcourir des dizaines de kilomètres. Et on va proposer aussi un service de proximité. On arrive parfois dans les villages. On est allé par exemple l'année dernière à Vaux. C'était une super expérience. Les écoles sont venues nous voir. Tous les gens du village étaient présents. Ces installations mobiles permettent de presser 600 litres par heure, soit l'équivalent de 100 kg de pommes en 10 minutes. Du lavage à la mise en bouteille, tout se passe au sein du camion. Et si cette activité insolite fonctionne bien, l'entreprise familiale est avant tout spécialisée dans la vente de ses propres jus de fruits. La cabane à jus vend la majeure partie de sa production sur le territoire avec des produits labellisés qualité Moselle. Pour nous, c'est important, c'est montrer que nous savons faire du produit comme cela qui intéresse la grande distribution, qui intéresse les grands marchés à partir d'une production très locale, avec une volonté, une ambition de se développer. Nous avons été aux côtés de l'entreprise lorsqu'elle s'est créée, lorsqu'elle s'est développée. Aujourd'hui, ils souhaitent une nouvelle phase de développement, puisqu'ils rayonnent avec leur pressoir mobile. Là aussi, c'est une particularité sur l'ensemble du territoire national. Ils vont jusqu'à Lyon, ils vont très très loin. Et pour nous, c'est une valeur ajoutée et ça donne également une dimension dynamique à la Moselle, à ses producteurs et à son savoir-faire. Le jus de pomme mosellan a notamment rayonné à Paris en remportant une médaille d'or au concours général agricole. Et toujours lors de cette visite du canton de Famec, Patrick Weyton en a profité pour partir à la rencontre des sapeurs-pompiers de Florange. Les 29 soldats du feu et de cette caserne interviennent sur le bassin de Thionville et ont réalisé plus de 1500 sorties secours en 2022. Les pompiers en présence des cadets de la sécurité civile ont profité de cette visite pour montrer leur tout nouveau véhicule de soutien opérationnel. Actuellement sur le département, seuls 4 véhicules de ce type sont utilisés. Il sert principalement à assurer le suivi médical lors de lourdes interventions afin d'éviter les incidents supplémentaires. Focus maintenant sur un athlète handisport messin qui ne cesse de vouloir performer. Depuis ce vendredi 14 avril, Franck Festor a débuté une course de 1000 km en rameur indoor. Son défi, parcourir la distance en 7 jours. En cas de réussite, le multimédaillé en semi-marathon et marathon pourrait être le premier sportif handisport à réussir cet exploit. Nous sommes allés à sa rencontre au club d'aviron de Metz. Reportage d'Emeric Guillaume. Bien qu'il soit multimédaillé, Franck Festor n'est pas rassasié. Le Messin a faim de défi et le dernier en date a de quoi être historique. 1000 km en rameur indoor. Seuls 6 Français ont réussi à clôturer cette distance en une semaine jusqu'à présent. Comme tout record, la difficulté fait partie intégrante du processus,
Mais la performance possède des retombées bien plus importantes. Bon, là, je commence à rentrer vraiment dans mon rythme de croisière, à être bien. En fait, les 3 premiers jours étaient un peu compliqués. Le premier jour, j'ai laissé pas mal de jus parce que j'avais ramé sur 25 km. Donc voilà. Le deuxième jour, c'était encore un peu dur. Le troisième, j'étais obligé de ramer sur prothèse. Donc ça complique un peu la tâche. Hier, pareil. Pour moi, un défi, il faut qu'il serve à quelque chose. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de l'accessibilité aux personnes handicapées dans le sport. Et en fait, l'aviron est un sport porté qui est ouvert à quand même beaucoup de gens en situation de handicap, que ce soit physique ou mental. S'il voulait surpasser ses prédécesseurs, le rameur a connu très tôt quelques difficultés, mais pas question d'abandonner. Parrain de la Fondation Saint-Jean, une fondation de droit local qui gère une maison d'enfants à caractère social, il est un modèle et un symbole d'intégration. Il y a un lien fort qui s'est créé entre Franck et la plupart des jeunes ici. C'est des jeunes qui sont pour certains partis avec lui jusque Dakar. Donc c'est important, lorsqu'il a un défi comme ça, nous on se doit de l'accompagner et en tout cas de le soutenir. C'est ce qu'on essaye de faire en étant là ce matin. S'il en a pour encore quelques jours d'efforts, l'infatigable rameur espère bien associer une nouvelle fois son nom et ce nouveau record à son palmarès. En sport, toujours, la 11e édition du Youth Contender Metz se déroule actuellement au complexe Saint-Symphorien, un événement international de tennis de table qui accueille plus de 500 jeunes joueurs et joueuses. Cette édition 2023 regroupe pas moins de 53 pays et des sportifs catégorisés U11 à U19. Parmi les talents, Léa Mini, 16 ans, au Pôle Espoir Grand Est, qui joue la montée en Pro B. Je vous propose maintenant de découvrir une drôle de maison qui s'est installée au cœur de l'église des Trinitaires à Metz. Une maison volante imaginée par l'artiste Jeanne Suplugas. Elle a été produite par la Maréchalerie à Versailles en 2017 avant de voyager d'exposition en exposition. Regardez. Avant de faire cette maison, j'avais commencé à peu près 2 ans avant, on va dire, à faire des portraits de gens. Je demandais aux gens qu'est-ce que vous prendriez de chez vous avec l'idée de peut-être ne jamais revenir. Donc il y avait vraiment une notion de fuite, voire de danger. Et donc les gens avaient le droit de me donner une dizaine d'objets. Donc j'ai réfléchi sur comment est-ce que je pouvais faire une sorte d'extension de ces dessins. J'avais déjà l'idée de faire des volumes, mais je ne savais pas exactement sous quelle forme, justement, quels objets je pourrais choisir. Et ce qui revient souvent, c'est un ordinateur ou un téléphone portable, des photos de famille, un objet pour me défendre. Il y a des objets, donc moi ce que j'appelle un peu les objets un peu terre à terre, quoi. Et après des objets plus fétichistes, comme les gens qui vont dire ah ben je prendrai le collier de mon arrière-grand-mère, je prendrai la raquette avec laquelle j'ai gagné tel tournoi. Mais dans mon travail, cette dimension sociale, elle est là depuis le départ. Ça fait plus de 20 ans que je pars souvent de témoignages réels, en fait. Donc ici, on est quand même dans quelque chose de l'ordre du conte. On a une maison qui est trop petite ou trop grande, on ne sait pas trop. Des objets pareils qui sont ou trop petits ou trop grands. Donc il y a ce côté Alice au Pays des Merveilles qui est quelque chose qui est dans mon travail depuis toujours. Et j'essaie toujours de garder une distance justement poétique, onirique ou en tout cas décalée. Mais si on regarde d'un peu plus près, c'est souvent beaucoup plus grinçant que ça en a l'air, quoi. Et cette exposition est à découvrir jusqu'au 15 mai. Avant de se quitter, l'image du jour revient sur la pose de la première pierre du stade d'athlétisme du Hockem à Florange. Un geste symbolique en présence du club d'athlétisme et des élus. Ce stade disposera notamment de 8 couloirs de course ainsi que d'un terrain central pour différentes disciplines comme la perche ou le saut en longueur. Florange étant labellisé terre de jeu, le complexe pourrait potentiellement accueillir des délégations dans le cadre de la préparation au JO 2024. Ce projet a coûté plus de 3,6 millions d'euros et est financé par la ville, le département, la région et l'État. Le complexe devrait pouvoir accueillir les sportifs dès le mois de juillet, avenue du Collège à Florange. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, direction nos réseaux sociaux et notre site internet. Pour la suite de votre programme, Mathieu Anquinet vous attend pour parler sport d'ici quelques minutes. Et puis, dès 19h, découvrez un nouveau numéro de 100% jeunesse. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.